Français parlent aux Français. Bonjour à tous, nous sommes dimanche soir 26 novembre, 3 jours intensifs de travail, j'en sors à l'instant. Les vidéos de la semaine, on va commencer par Kadhafi avait raison dans ce qu'il affirmait au niveau de l'immigration sauvage, et on voit des images de Dominique de Villepin à l'époque de l'attaque contre Kadhafi et on voit qu'il avait tout faux. Hors sol, la ministre des Sports gagnait 500 000 € par an quand elle était à la Fédération française de tennis. Et c'était presque pas assez par rapport au travail énorme qu'elle fournissait. Ben voyons. On va repartir avec une émission de Sud Radio, Scandaleux, qui parle du voyage de Madame Hidalgo, maire de Paris. On va parler d'une attaque, collective de certains qui se baladent avec des longs couteaux pour aller attaquer des gens dans un bal à la campagne. Des hommages à Thomas qui étaient interdits. Et puis, comment dire, le mobile de cette intervention au bal dans la Drôme, et c'était planter des blancs. Voilà, c'est ce qu'on a entendu à plusieurs reprises, d'après ce que nous disent les témoins. Donc voilà, donc je vous laisse écouter tout ceci, et puis on se retrouve très prochainement, et puis ma foi, merci pour le suivi. À très bientôt, au revoir. Bon, une deuxième vidéo de supprimée en 3 jours. Dans cette dernière vidéo, j'expliquais les raisons de la suppression de la première vidéo. Bientôt, ils vont me faire sauter mon compte, il n'y a pas de problème. Bon, je suis tombé sur un court extrait de Villepin à l'époque, juste avant qu'on aille attaquer la Libye pour dégommer Kadhafi. Et vous voyez de Villepin qui nous explique les révolutions arabes, etc., que c'était pas du tout l'islam, que c'était bien, c'était la démocratie, qu'il n'y allait pas avoir de problème d'invasion migratoire. Et écoutez, franchement, c'est exactement l'opposé. Voilà. Après, moi je dis plus rien parce que... Au revoir. Qu'est-ce que dit Kadhafi? Si je tombe, vous aurez une invasion, vous aurez du terrorisme et vous aurez du trafic de drogue qui explosera partout dans le pays. Il joue sur les peurs. Eh bien, je crois que le meilleur message à adresser au colonel Kadhafi, c'est que non seulement nous n'avons pas peur, mais nous croyons dans nos valeurs et nous croyons dans la force des valeurs qui s'expriment aujourd'hui à travers les peuples arabes. Rappelons la chance formidable que constitue ce mouvement des peuples, mouvement non violent, qui ne se lève pas au nom de l'islam, qui ne se lève pas au nom d'un combat contre Israël, mais qui se lève au nom de la dignité et de la justice économique et sociale. Vous avez vu la ministre là? Alors je vais vous expliquer. Ils sont carrément hors sol ces gens-là. Hein. Ils se servent des salaires astronomiques, mais bon. Vous savez, quand les historiens étudient avec le recul du temps, comment les révolutions ont commencé, ce qu'on appelle les prémices, révolution française, révolution bolchevique, maoïste, iranienne, on est toujours étonné de l'aveuglement des classes dirigeantes face à la montée des périls sociaux, pourtant si évidents pour tout observateur impartial. Par exemple, dans les années 1789, les frais de fonctionnement de la seule cour de Versailles représentaient environ le pourcentage indécent de 6% de toutes les dépenses du royaume, sans compter les pensions royales versées généreusement, hein, rien que pour entretenir toute la cour. Et j'ai l'impression que la France des années 2020 est dans une situation comparable à celle des années 1780. La grande pauvreté progresse dramatiquement, voire les appels du secours catholique. Et puis on voit le pouvoir dilapider l'argent public dans des guerres lointaines au profit d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. On voit toute une caste de profiteurs se partager les emplois publics ou privés les plus en vue pour s'enrichir toujours
pour s'enrichir, oui, toujours plus outrageusement, de façon immorale, voire parfois illégale. Alors, la dame que vous avez vue, Madame Oudéa Castéra, elle vient de se justifier devant les parlementaires en expliquant sans rire que le salaire qu'elle se versait quand elle dirigeait la Fédération française de tennis était très modique à ses yeux compte tenu du travail qu'elle estimait fournir. Pensez donc 500 000 € par an, soit 42 000 € par mois. C'est pratiquement une aumône. Hein. Elle fait une bonne action, cette dame. Sans qu'elle n'en ait conscience de tels propos que la ministre des Sports. Mais c'est de la provocation aux yeux des millions de Français qui s'enfoncent mois après mois dans la précarité, la gêne, la pauvreté, la misère. Puis de toute façon, attendez, il est indécent de se servir un salaire à 42 000 € par mois pour diriger une association qui, il me semble, est loi 1901 et qui a théoriquement vocation à servir l'intérêt général. Hein? D'autant plus que le tennis français ne se porte pas bien, ce qui met en cause partiellement la gestion de cette dame. Hein, mais ça n'empêche pas de se servir un gros salaire, même si ça coule. Et puis pour couvrir les salaires mirobolants, le prix des entrées à Roland-Garros est devenu dissuasif pour les Français modestes. De nombreux clubs de tennis locaux végètent dans une absence criante de moyens. Ils auraient besoin de l'aide de la fédération. Et puis, c'est quand même relativement indécent que cette dame, Madame Oudéa Castéra, ait en partie siphonné les finances de la Fédération française de tennis pour se servir un salaire de nabab. Et en plus, elle est en même temps l'épouse, je crois, de l'ex-PDG de la Société Générale, lequel se servait au même moment un salaire de 3 millions d'euros par an, qui faisait de lui le 17e dirigeant le mieux payé de France. Rien n'est illégal dans tout cela, c'est simplement affreusement inélégant et profondément immoral. Cette image détestable d'un couple à la rapacité sans limite est un symptôme de très mauvais augure, celui d'une classe dirigeante qui a perdu toute décence, toute retenue et tout contact avec le monde réel dans lequel vivent les citoyens français. La pression continue ainsi de monter dans cette cocotte minute qu'est devenue la France, pays de la Révolution. Alors, que va-t-il advenir? Les Français sont-ils encore toujours dévots qui osent revoter pour Macron pour un deuxième mandat? On verra. Mais c'est incroyable. Ils sont ailleurs, ils sont hors sol, tous ces gens. Ministre. Ah bah oui, alors donc elle fait une bonne action en étant ministre parce qu'elle gagne 5 fois moins. Hein, évidemment, ministre, tu es dans les 10 ou 12 000 € au lieu de gagner 44 000. Donc elle a rétrogradé. Hein. C'est pour vous, ministre, c'est une promotion. Pour elle, c'est une régression. Enfin bref. Écoutez, je vous laisse partager. Puis ma foi, c'est important de connaître quand même les informations pour mieux juger les gens qu'on voit à la télé, qui vous donnent des leçons. Hein, yaka. Allez, au revoir, merci. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, Madame Hidalgo, lassée d'un long voyage, est revenue tel Ulysse à Ithaque. Et imaginez-vous que de très mauvais esprits, chagrins, grincheux, sûrement aigris et probablement jaloux, lui ont reproché d'être allé 3 semaines à Tahiti, alors qu'elle devait y aller pour une très bonne raison. En tant que maire de Paris, surveiller les épreuves de surf qui se passaient pas à Paris mais à Tahiti. Et alors, qu'importe les 20 000 kilomètres, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le problème, c'est qu'elle n'est même pas allée voir les épreuves de surf à Tahiti et qu'elle a prolongé son séjour de 3 semaines. Et alors, on l'a dit déjà ici, vous le savez, que elle travaillait tellement pour rendre ce Paris aussi étincelant qu'il l'est aujourd'hui, qu'elle a bien le droit à 3 semaines, même 1 mois, même 1 année, sous les tropiques ou sous les alizés. Eh bien voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été en butte, à son retour, à un certain nombre de protestations. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Les perles du jour. Une Paturelle qui fait que des bêtises. Mais non, Anne Hidalgo ne fait pas que des bêtises. Elle fait aussi d'autres choses. Alors on l'a interpellée sur ses voyages au Conseil de Paris, effectivement, pour dire, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Alors les élus d'opposition, qui sont toujours mécontents, ils sont pas contents. Ils ont même parlé de Tahiti Gate. Vous imaginez? Comme si c'était, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien volé. Elle a même pas pris un ananas. Non. Elle est rentrée. Alors, il y a eu une séance hier, mercredi, assez fort sur son long déplacement à Pacifique Sud, qui a quand même coûté la bagatelle de, je crois, 60 000 euros. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est 60 000 euros quand on dirige Paris? Eh bien, Anne Hidalgo, donc détracteur, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Eh bien, elle s'est dit, je vais défendre mon séjour et je vais expliquer pourquoi j'étais là. Écoutez, Anne Hidalgo, hier, au Conseil de Paris, en pleine discussion. Vous avez, dans vos expressions, cité un certain nombre de déplacements de cette année. Permettez-moi de vous dire qu'il y a d'abord un oubli majeur, mais que je tiens, compte tenu des circonstances, à rattraper ici. Vous avez oublié de mentionner dans votre t-shirt sur le Hidalgo Tour, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Vous avez oublié Auschwitz. Vous avez oublié... Non, c'est vous qui êtes indécent. Alors là, écoutez, vraiment, je ne dirais pas que les bras m'en tombent, je ne dirais pas que je me gratte la tête, je me dirais, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi? C'est très bien qu'Anne Hidalgo dit qu'elle va chaque année en janvier à Auschwitz. Très bien, enfin écoutez, c'est et sa liberté et son engagement, et on le salue. Mais qu'est-ce que ça a à faire pour expliquer, pour se défendre contre 3 semaines à Tahiti? Elle parle d'Auschwitz, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler de choses, c'est-à-dire que si elle dit Auschwitz, Anne Hidalgo n'a plus droit à même pas une interpellation. Comment? Je suis allé à Auschwitz, donc... Tout le reste, c'est indécent, comme elle a dit, c'est vous qui êtes indécent. Il y a quand même quelque chose d'assez, et au-delà d'Anne Hidalgo, d'assez terrifiant en ce moment dans le langage politique contemporain. C'est-à-dire qu'on ne discute plus, on ne donne plus des arguments, on donne des étiquettes. Voilà, moi je suis comme ça, et vous osez parler de moi et me lancer des horions et des diatribes, alors que regardez, je suis allé là, donc c'est fini, ne me parlez plus, voilà, je suis hors sol, je suis hors discussion, je suis hors accusation, je suis allé à Auschwitz, voilà, terminé, il n'y a plus rien à dire, ni sur la gestion de Paris, ni sur la propreté de Paris, ni sur les rats autour de la Tour Eiffel, ni sur la pollution de la Seine dans laquelle on devait nager pendant les Jeux Olympiques, non, fini, circuler, il n'y a rien à voir. Regardez où je suis allé et taisez-vous, bande de gueux. Vous savez, quand la discussion politique arrive à ce niveau, je dirais à cet abîme, il y a quand même un problème. Et ce n'est pas, attention, que Anne Hidalgo, hein. Loin de là. Et elle est loin d'être la pire dans cette espèce de pathos, de cette émotion, je dirais presque obscène dans laquelle on se vautre aujourd'hui. C'est plus possible. Il y a vraiment autre chose à faire pour Paris et pour les autres. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je le radote. Travaillez, fermez-la, faites le job pour lequel on vous paye. Et puis, essayez d'écouter ceux qui sont là et qui payent et à qui n'ont pas droit à la parole et qui, eux, se contentent de subir. Non, ça suffit comme ça. Bonjour à tous, je vais revenir sur ce drame de Crépol dans la nuit du 18 au 19 novembre, alors que 350 jeunes étaient réunis pour le bal de l'hiver dans leur village. Quoi de plus naturel, des individus venus de l'extérieur pénètrent dans la salle de fête et ils agressent de nombreuses personnes à l'arme blanche. Malheureusement, un adolescent de 16 ans, licencié du rugby club romanais péageois, décède des suites de plusieurs coups de couteau, dont un à la gorge. 2 autres jeunes sont en urgence absolue. 17 victimes. Pas d'amalgame. Vous savez, on a l'habitude de dire au mauvais endroit, au mauvais moment. Ben là, elles n'étaient pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Elles étaient là où elles avaient le droit de se détendre, c'est-à-dire chez elles, dans leur village. Ce n'est pas un risque.
Non, ce n'est pas une rixe, malgré ce qu'ont pu dire certains médias. Ce n'est pas qu'une simple expédition, c'est une attaque collective, ciblée, préméditée, et un assassinat. Quand je pense qu'un jeune sur les réseaux sociaux a dit « on ne va pas pleurer pour juste une mort ». Quand on voit tout ce qu'on a fait pour Naël, bon. Mais qui sont ces sauvages et ces meurtriers qui ont attaqué au couteau la nuit dernière des jeunes dans une fête privée, dans un tout petit village de France? Qui sont ces jeunes? Et puis, rappelez-vous, au départ, il y avait une faible couverture médiatique sur un véritable carnage qui a nécessité quand même l'intervention de 40 sapeurs-pompiers. Une vraie chape de plomb au départ. Alors, les agresseurs étaient-ils d'un quartier communautarisé de la Monnaie à Romans-sur-Isère ou de Valence? Vous avez vu les banlieues qui dénoncent ce crime? Non, pas du tout. Même pas une minute de silence à l'Assemblée nationale pour la mort de ce jeune et sa famille. Ah, on la voit pas comme la mère Anaël faire du cinéma sur une moto. Non, pas de bague. Nous vivons des moments terribles dans une France fracturée, ensauvagée. De nombreux Français ne se rendent toujours pas compte. On dirait presque qu'il y a un fond de guerre civile, silencieux. Bref. Donc, si j'en conviens bien, Naël de Nanterre est plus important que Thomas de Crépol. Puis, cette horde de jeunes sauvages qui a fait un carnage a déboulé en survêtement, selon plusieurs témoins. Plus besoin de chercher très loin pour savoir qui sont les auteurs. Les Français savent bien qui sont ceux qui portent chez eux des survêtements et des cagoules. C'est l'uniforme d'une certaine génération de jeunes qui sont dans nos banlieues. Nous savons donc de qui il s'agit. Ils nourrissent la haine des mécréants, ils manient facilement le couteau et ils visent très vite à la gorge. Pourquoi sont-ils venus à Crépol? La revanche, la vengeance, l'esprit de conquête et de domination, la volonté de sidérer la haine du petit blanc, du chrétien et du juif. Oui, j'ai l'impression qu'une autre forme de terreur s'installe et se répand en France. Mais les Français sont bien conscients de la gravité de ce phénomène historique, civilisationnel, religieux, voire identitaire. Mais évidemment, pour Thomas, il n'y aura ni émeute ni pillage, et donc, je répète, pas de minute de silence à l'Assemblée nationale. Pourtant, les jeunes témoins sont les survivants d'une opération préméditée et ciblée qui sème les graines de la terreur dans nos campagnes. Tout à fait. La terreur. Oui, oui, oui. Posez la question aux jeunes qui témoignent, qui nous parlent de couteaux de 20 cm de long. Mais le pouvoir ne l'admettra jamais. Non, il ne faut pas diviser une société déjà fracturée. Il ne faut pas opposer des communautés, mais qui sont déjà pourtant face à face. Il ne faut pas décrire, il ne faut pas dénoncer ce phénomène. Il faut masquer la réalité que pourtant nous voyons quotidiennement. Oui, il faut gagner du temps face à ce djihad journalier où des jeunes ont tellement un esprit de revanche et de haine. Oui, gagner du temps est désormais l'objectif de l'exécutif qui estime que la vie de Naël est plus importante que celle de Thomas. Ils savent, en haut, et d'ailleurs c'est pour ça que Macron ne s'est pas rendu à la manifestation contre l'antisémitisme, ils savent que subitement peut arriver des événements incontrôlés. La marmite serait déjà pleine et en ébullition. Dans les enclaves islamisées de certains de nos quartiers, les sapeurs-pompiers connaissent bien ce phénomène explosif, eux qui se font caillasser journellement, même lorsqu'ils viennent pour secourir des personnes de ces cités. Ouais. C'est un désespoir. Qui aurait pu croire que notre civilisation allait se retrouver dans une telle violence, avec des innocents des deux côtés, quand on voit aussi les morts dans les quartiers, les morts innocents, quand il y a des fusillades entre gangs de dealers, des jeunes gamins meurent. Ouais, bref, allez, partagez, mais c'est triste.
Bonjour à tous, bonjour TikTok. Vous avez vu la petite affiche que je vous ai mise, il devait y avoir un rassemblement en hommage à Thomas. Bien entendu, la préfecture du Rhône a annulé ce rassemblement pour Thomas pour risque de trouble à l'ordre public. Oui, effectivement. Alors je vais lire le texte. Face aux tentatives de récupération, aux slogans xénophobes et provocations à la haine susceptibles d'être prononcés, mais aussi au risque de confrontation violente, le rassemblement prévu ce soir à 19h à Lyon 5e est interdit par arrêté préfectoral. Ben voyons. Donc la sécurité des honnêtes gens n'est plus assurée nulle part et la force publique est employée pour empêcher l'expression de l'indignation des honnêtes citoyens. Honte à eux. De nombreux Français voulaient rendre un hommage à la victime de la racaille à Crépol, parce que ça devient quand même un fait de société. Hein, c'est de plus en plus difficile. Mais la République française a ses priorités. Elle marche contre l'antisémitisme à la suite de graffitis avec des étoiles de David, et aussi pour peut-être témoigner un certain soutien à Israël, mais elle n'a pas d'oreille pour la grande majorité des Français qui, eux, demandent simplement de la sécurité, que nos enfants puissent aller vaquer à leurs occupations et à leurs loisirs sans se faire agresser, sans prendre des coups de couteau, et que nos femmes puissent déambuler tranquillement dans la rue sans agression et sans viol. Bref, je vous mets l'attestation de la préfecture. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Bien, on a appris aujourd'hui que 7 des 9 suspects interpellés dans le cadre de l'affaire concernant l'assassinat de Thomas à Crépol, ces gens-là envisageaient de quitter la France vers l'Espagne ou le Maghreb. D'ailleurs, ils ont été récupérés, je crois, à Toulouse. C'est bizarre, ils ne connaissent pas la remigration, hein, mais quand c'est pour échapper à la justice, on va au bled. Hein. Pour des jeunes Français, c'est fait bizarre, mais bon, c'est une chose. Je voudrais quand même qu'on revienne sur quelque chose qui a été dit. On est là pour planter des blancs. Les personnes relèvent quand même ces propos. Imaginez un instant qu'un groupe d'une dizaine de rugbyman du terroir fasse une descente dans une cité, choisissant pour cible une fête bon enfant organisée par des jeunes ici de l'immigration. Armé de couteaux, il frappe à l'aveugle tout azimut, il tue un adolescent de 16 ans, en blesse grièvement plusieurs autres. Des témoins pourraient rapporter à la presse avoir entendu « on est là pour planter les Noirs ou des Arabes », voilà. L'émotion serait légitimement à son comble, une déflagration inouïe, la classe politique, le monde médiatique ne parlerait plus que de ça. À l'Assemblée nationale, sur le pavé parisien, il y aurait des cris d'indignation à l'unisson, des manifestations, etc. Et puis, c'est bizarre. À Crépol, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est un bal rural, comme on existe depuis toujours dans nos villages. Souvent, il y en a, notamment pour le 15 août. Et puis, ce bal a été sauvagement agressé. Et puis, alors, il faut avoir quand même de bonnes lunettes et lire dans le Dauphiné libéré pour découvrir au détour d'un paragraphe les motivations des meurtriers clairement exprimées, puisque rapportées par 2 témoins qui nous disent « on est là pour planter des blancs ». Ces jeunes, horriblement choqués, auxquels, comme d'habitude, on n'a pas su apporter d'autres réponses qu'une minute de silence, une cellule psychologique et une marche blanche, ne peut-on au moins leur faire la politesse de les écouter? C'est pas juste une bagarre, comme on en a l'habitude, où ça s'envoie des petits coups de poing. Les balles de village, certains les ont tous faits. Dans un bon bal, il y a toujours des bagarres à la fin, sinon c'est pas un bon bal. Mais bon, là c'était pas ça. On a vu arriver, ils nous disent ces jeunes, entre 15 et 20 personnes. On ne les connaissait pas. Ils ont sorti les couteaux, ils étaient là pour tuer. On a vécu ça comme un attentat. La mort, au bout. Le mot n'est pas neutre. Hein. Cette attaque d'un bal dans un petit village de la Drôme n'est pas comparable dans son ampleur ni sa préparation au carnage de la rave partie israélienne ou à celui du Bataclan. Mais on trouve quand même des similitudes. L'offensive est d'autant plus violente qu'elle frappe une fête par essence insouciante. Les victimes sont des jeunes, et même des très jeunes parfaitement démunis, qui se croyaient en totale sécurité.
On disait autrefois de certaines cités qu'elles étaient des zones de non-droit, des sortes de forteresses bien gardées, mais ça c'était avant. Maintenant, la démarche n'est plus défensive, mais offensive. Les caïds de ces cités vont et jouent aujourd'hui à l'extérieur, comme on pourrait dire en termes footballistiques. Et oui, désormais, le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes. Voilà. Que dire, que dire. Oui, il y a une chose qui m'a étonné tout de suite en début de semaine. Gérald Darmanin, interrogé le lundi soir, je crois, sur la 5, disait ne pas savoir si l'immigration était une partie de l'explication dans cette affaire-là. Donc il faut donc en conclure que les témoignages rapportés par le Dauphiné libéré n'avaient pas encore été communiqués au ministère de l'Intérieur. Mais bon, c'est quand même fantastique. Des bandes de jeunes armés de couteaux, en jogging et cagoule. On en croise beaucoup dans la journée de jeunes qui sont issus de gens qui sont venus il y a des années travailler, s'établir en France et travailler honnêtement. Mais les petits Français qui sont nés, certains, pas tous, mais vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi. Même les gens issus de l'immigration, vous voyez bien que tout ce qui est dealer, etc., c'est des petits jeunes qui ont mal tourné. Donc ce gouvernement compte décidément beaucoup de ministres qui ne savent pas. On connaissait les rois fainéants, maintenant voici les rois ignorants. Après la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui ne voit pas quel peut être le carburant de l'antisémitisme actuellement en France. Oui, ça va être l'extrême droite, il doit y avoir peut-être une 50aine de nazillons dans un coin, mais c'est eux qui foutent le bordel, mais c'est pas incroyable. À croire qu'ils lisent pas les journaux, ils sont hors sol, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Puis Clément Beaune, qui ignore d'où vient la violence dans les transports. Non mais attends, tout le monde a vu des tas de vidéos où on voyait des gens un petit peu passablement excités, être très violents, foutre des claques à des femmes qui leur résistaient, ou crier Allahu Akbar, etc. Donc, Allahu Akbar, c'était un Alsacien ou un Anglais, un Kevin ou Mathéo, voilà. Enfin bon, vous voyez, tous ces incompétents, mais bon, il y a quand même une partie grandissante des Français qui, elle, sait, avec certitude, qu'on se paye sa tête. Je veux dire, ces gens font exprès de ne pas voir les problèmes. C'est pas stigmatisé. C'est rien à voir avec une race ou une religion même. C'est simplement un comportement qui est dû à un manque d'éducation, à des situations particulières qui font que, voilà, on a des jeunes délinquants, des jeunes racailles, comme on dit. Mais bon, voilà. On le constate. Rappelez-moi, c'est pas Macron qui avait dit « Je vous promets 15 000 places de prison ». Il en a construit en 6 ans 2000. Ben oui, tous ces petits jeunes qui font des larcins, parfois 15 jours au frais, en prison, ça leur ferait peut-être du bien, pour certains. Ça leur remettrait peut-être dans le droit chemin. Ça leur montrerait qu'il y a quand même une justice qui est là et que s'ils font de mauvaises actions, ils sont tapés sur les doigts et puis incarcérés. Non. Laxisme. Quand vous agressez, un type qui est parti, qui a entré, refus d'obtempérer, il entraîne un policier sur 15 ou 20 mètres, il est relâché, il a 15 jours de travail social pour la collectivité. Attendez, vous manquez d'écraser un policier, et on vous relâche, et on vous donne 15 jours. Mais c'est incroyable, ça. Non, mais il y a d'autres endroits, ne serait-ce qu'au Maghreb, c'est bon. Vous avez fait tomber un policier, vous l'avez entraîné sur plusieurs mètres, vous l'avez traîné sur plusieurs mètres avec un véhicule, mais c'est bon, vous ressortez avec une tête au carré, et puis je pense que on vous met 10 ans au trou. Alors bon, là c'est de l'excès, mais quand même, alors moi si je vois un policier, je lui crache à la gueule, je lui mets une baffe,
Je m'en sors avec 15 jours, croyez? Bah, la prochaine fois, j'essaierai. Enfin bon, allez, c'est triste, triste en pleurer. Merci de votre écoute et puis partagez. Au revoir.